C'est le cas de le dire, Charles Trenet. Mais paye tes dettes. Qui doit payer ses dettes à qui? Avec, je le rappelle, quand même 3 000 milliards, effectivement, de dettes actuellement dans notre cher et doux pays. Alors voilà, le gouvernement veut autoriser dès décembre les distributeurs à vendre les carburants à perte, sur une période limitée de quelques mois, une première depuis 60 ans. Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'un gouvernement dit, écoutez, allez, faites des efforts. Alors voilà, l'essence, le gazole, il faut réduire les prix à la pompe. Philippe Herlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous suivez ces affaires, et on vous a souvent reçu, et toujours avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi cette histoire? Vendre à la perte, bon, on comprend, mais on a envie de savoir, au fond, l'État dit au PDG de ces industries, des industriels, allez-y. Mais comment se décompose, on est déjà arrivé, le prix à la pompe? Je rappelle qu'il est aujourd'hui, corrigez-moi si je me trompe, de 1,970 €. Oui, c'est ça. Oui. Alors, comment il se décompose? Qui gagne qui touche qui? En fait, oui, cette demande du gouvernement, elle est étonnante parce que ceux qui en prennent le moins sur le litre d'essence, c'est justement le distributeur. Celui qui se sert le plus, c'est l'État lui-même. Sur le prix d'un litre d'essence de SP95, on est à 52% de taxes. 52% de taxes. Voilà, plus de la moitié qui tombe dans la poche de l'État. Il y a 36%, c'est le prix du baril. Donc ça dépend pas de nous, c'est les prix du marché du pétrole. Voilà, on n'en produit pas en France, donc ça dépend pas de nous. Et il y a 12% qui sont le coût de distribution. Mais là, on parle bien du coût, on parle pas de la marge. Ah oui, donc voilà, c'est le coût. Donc c'est eux qui se servent le moins. Et on sait que les marges dans la distribution, elles sont vraiment extrêmement faibles. C'est un métier qui est quand même très concurrentiel. Les marges, on parle de quelques centimes par litre. Ouais, donc même s'ils avaient fait des pertes, même s'ils avaient accepté de faire des pertes, ça aurait joué vraiment à la marge. Le seul qui peut vraiment faire un effort, c'est l'État. Mais lui, il va en faire aucun. Quoi. Alors justement, Philippe Herlin, c'est intéressant. Dans ma naïveté première, on pourrait se dire, mais attendez, plus de 50%, pourquoi l'État ne baisse pas justement la taxe? Enfin, un peu, on ne veut pas de la supprimer, bien sûr, mais de la baisser. Et bien là, il n'en est pas question. Non, pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est les contraintes budgétaires, c'est-à-dire qu'on a un déficit gigantesque qui s'est creusé avec le Covid et qui se résorbe très difficilement. Voilà, donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est plus idéologique, c'est que diminuer les taxes qui pèsent sur l'essence, une énergie fossile, ce serait remettre en cause la transition énergétique qui est le principe économique et je dirais même philosophique et presque religieux et fondamental du gouvernement, quoi. Donc ça, il faut pas y toucher. Le Coran, l'Évangile. Voilà, c'est tout à la fois, c'est la transition énergétique, tout est déterminé par ça. Elisabeth Borne est intervenue déjà, Emmanuel Macron va le faire la semaine prochaine, a priori, il va réinsister là-dessus, sur la planification écologique. Donc diminuer les taxes qui pèsent sur l'essence, c'est philosophiquement impossible pour ce gouvernement. On envoie un signal fort aux écologistes et à ceux qui font la transition de comment vous encouragez les énergies fossiles, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire s'ils le faisaient, à ce moment-là, tous les écologistes lui tomberaient sur le dos en disant vous remettez en cause la transition. Voilà. Enfin, on pourrait juste leur poser la question. Vous, est-ce que les écologistes représentent les 60% du pays? Enfin, je sais pas. Et les automobilistes qui vont et ils ont besoin de leur voiture. Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur la voiture, c'est pas, on pourra en discuter des heures. Enfin, il y a un problème. Mais aujourd'hui, rappelez-vous les gilets jaunes, on n'était pas du tout à ce prix quand il y a eu la révolte des gilets jaunes. 1,970, c'est-à-dire que demain ce sera 2 €. Et même oui, plus. On va y arriver. Surtout que y a la partie que nous ne contrôlons pas, qui est le prix du pétrole sur le marché, est en train d'augmenter parce qu'il y a une volonté de l'Arabie Saoudite et de la Russie, qui sont deuxième et troisième producteurs. Le premier étant les États-Unis, mais c'est essentiellement pour leur marché intérieur. Bien sûr. Donc l'Arabie Saoudite et la Russie se sont mis d'accord pour diminuer leur production de façon à faire monter le baril, à faire monter les prix. Et ça, c'est acté. C'est acté. Ça a été décidé début juillet. Ça a été reconfirmé officiellement début septembre. Et les autres pays de l'OPEP vont dans la même direction. Donc il y a une diminution de la production. Donc on s'attend à ce que le prix monte. Les prix, voilà, on a franchi les 90 $, on est à peu près à 95. On va très certainement aller vers les 100 $. Et ça pose un gros problème parce que comme c'est un coût énorme pour l'économie, c'est une ponction qui va s'opérer sur l'économie, donc ça va avoir un effet récessif. Et puis, comme c'est de l'énergie, ça va avoir un effet inflationniste aussi. C'est-à-dire que là, récemment, la Banque Centrale Européenne a monté son taux d'intérêt à 4%, qui est le record depuis qu'elle existe, depuis que l'euro existe. C'est le record, ah oui. C'est le record. Bon. Mais le problème, c'est que
ça va avoir un effet limité, parce que même si ça réduit le crédit, même si ça refroidit la machine économique, parce que c'est l'objectif quand on monte le taux d'intérêt, si l'énergie augmente, de toute façon, ça aura un effet inflationniste. Parce que l'énergie, ça se diffuse dans toute l'économie. Et là, on parle du pétrole, mais il faut savoir que le prix du gaz est très corrélé au prix du pétrole. Donc, on peut s'attendre mécaniquement à une hausse du prix du gaz. Et comme on est dans le marché européen de l'électricité, qui fait que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, on parle ensemble. On va avoir une hausse du coût de l'électricité. Et tout ça, ça va se répercuter dans l'économie, et notamment l'alimentation qui consomme beaucoup d'énergie, avec aussi bien les engrais que le transport et la chaîne du froid. Voilà, donc on risque de continuer à avoir une inflation forte sur l'alimentation, sur l'énergie, qui sont des postes très importants pour les ménages français, et des dépenses qu'on ne peut pas reculer, évidemment. On ne peut pas couper le courant et arrêter de manger. Voilà, c'est des dépenses obligatoires. Voilà, et on va pas laisser le frigo vide. Voilà, et donc ça va avoir un effet vraiment dur sur le pouvoir d'achat, quoi. Enfin, Philippe Herlin, et comment il se fait? Alors, vous avez dit vous-même, alors, la seule chose qu'il trouve à dire, et vous avez montré que le prix de distribution, là, ce n'est pas ces affreux capitalistes qui s'enrichissent avec des marges bénéficiaires énormes. Et alors, il dit oui, mais vendez à perte. Et vous avez vu qu'ils ont tous refusé. Est-ce qu'ils peuvent, juste un mot, ils peuvent les contraindre? Est-ce que le gouvernement peut les contraindre? Non. Non, c'est même le contraire. C'est qu'il y a une loi qui interdit de vendre à perte. Et cette loi, elle est quand même importante, parce que sinon, on peut assister à des dérives. Surtout que ce sera un avantage au faire au gros. Parce qu'au départ, quand la mesure a été annoncée par le gouvernement, les premiers à protester, évidemment, ça a été les représentants des pompistes indépendants qui, eux, évidemment, ils ne peuvent pas vendre à perte, sinon ils mettent la clé sous la porte. Donc, si cette mesure était passée, ça aurait amené à la faillite, à la disparition de pompistes qui se trouvent souvent à la campagne, dans des zones faiblement peuplées, donc ça aurait été un service en moins. Et puis ensuite, Total a dit moi, il n'y a pas de raison que je vende à perte, parce que même si ça diminuerait ses profits, mais il n'y a pas de raison pourquoi vendre à perte. Et puis ensuite, les chaînes du supermarché, qui à la limite auraient peut-être pu avoir intérêt à ça, parce que eux, ils peuvent compenser, puis c'est une façon d'avoir un produit d'appel, et puis ensuite les gens font leurs courses dans leur magasin. Ils auraient pu avoir intérêt. Mais même eux, ils ont dit non, Leclerc a dit non, et le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a dit, je cite, « L'interdiction de la vente à perte est un principe très important du commerce depuis 1963 ». Et lui, il met en garde contre le fait d'ouvrir la boîte de Pandore, parce que si on commence à vendre à perte l'essence, on peut le faire sur d'autres produits. Et le problème, c'est que ça fragilise complètement les filières, quoi. Et puis ça peut créer une inéquité au niveau territorial, c'est-à-dire dans certaines parties de la France, ce sera à perte, d'autres parties non. Et voilà. Et donc, même la grande distribution, qui à la limite aurait pu avoir intérêt à vendre à perte, elle a dit non, quoi. Donc c'est un échec complet pour le gouvernement, quoi. Mais c'est ce qui est étonnant quand même, on peut se dire, Philippe Herlin, c'est comment on lance ça? Comment? C'est des conseillers, c'est qui? Enfin, ce sont des gens qui sont là, ils sont aux affaires quand même depuis déjà quelques années, ils ont quelques relais, ils ont quand même quelques connaissances, ils sont d'ailleurs payés pour ça. Comment ça se fait? On lance comme ça un ballon d'essai sans, vous m'avez dit, ils n'ont pas parlé avec les grands distributeurs avant. Ils ont lancé le ballon d'essai, quoi. C'est là on voit vraiment que c'est de l'amateurisme, parce que la moindre des choses, ça aurait été que justement les conseillers ou le ministre décroche son téléphone et appelle les gens de la filière pour voir si c'était possible. Et puis si c'était le cas, combien est-ce que ça représenterait d'économies sur le prix de l'essence? Ils se sont rendus compte déjà là que ça aurait été infime, que ça aurait à peine compensé la hausse du prix du baril. Voilà. Et donc à ce moment-là, ils auraient dit bon, on arrête, quoi. Mais le fait qu'il l'ait annoncé publiquement dans les médias, c'est quand même effarant, quoi. Puis ensuite, ils se rendent compte que ça marche pas, quoi. Que les pompistes indépendants, ils vont mettre la clé sous la porte, et voilà. Donc c'est quand même assez effarant de voir un tel degré d'amateurisme. Mais il y avait un objectif, parce que la première déclaration de Bruno Le Maire, on s'en rappelle, c'était une durée de 6 mois à partir de décembre, ce qui correspond, comme c'est étonnant, à l'élection européenne du 9 juin, quoi. Voilà. Donc c'était une façon de faire un petit cadeau. Tout ça avant les élections européennes. C'est une façon de faire un petit cadeau jusqu'aux élections européennes en disant regardez, on agit, et puis une fois que les élections européennes sont passées, pof, on supprime le truc. Donc alors on arrive au fond, vous avez dit ça, vous avez dit attendez, le mantra, c'est évidemment le credo absolu, c'est on ne va pas faire des cadeaux aux énergies fossiles et diminuer les taxes, donc de l'État, c'est pas possible. Mais dites-moi, comment il se fait que
ce problème qui est en fait politique, parce que à l'heure où on parle, et vous le savez mieux que moi, Philippe Herlin, c'est que les centrales à charbon rouvrent, les centrales à gaz rouvrent. En Allemagne, hein, la patrie de l'éolienne, on voit ce qui se passe, ils démantèlent leurs éoliennes et ils refont du gaz et du charbon. Enfin, ils n'ont jamais arrêté. On voit très bien que la Russie même continue à vendre du gaz à l'Europe, on le sait, par des manières détournées, mais ça se fait. On rouvre Saint-Avold en France, notamment, et autres. Mais comment il se fait qu'il n'y ait pas des politiques, justement, qui disent, attendez, les énergies fossiles, oui, c'est peut-être pas bien, mais on en a encore besoin, et on en a encore besoin pour un certain temps. Comment il se fait que ce sujet, par essence politique, et pas seulement, justement, environnemental, et surtout pas, n'est pas sur la place publique, justement, avant les élections européennes, par exemple? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai débat là-dessus. Et même y compris, moi je dis, il faut aller au fond des choses, sur la réalité du réchauffement climatique anthropique. Bon, ça c'est un débat, mais... C'est un débat. On l'aura et on les a et on l'aura encore. Voilà, on nous dit qu'il y a un consensus scientifique, il est faux. Il y a des experts, notamment l'association Clintel, dont on parle jamais dans les médias, mais qui regroupe 1500 experts qui disent qu'il n'y a pas d'urgence climatique, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique anthropique. Donc moi je dis qu'on pourrait au moins permettre le débat là-dessus. Moi, à mon petit niveau d'économie, j'ai lancé l'initiative qui est une liste anti-transition énergétique aux élections européennes. Je suis en train de fédérer, de prendre des contacts, je ne sais pas si ça pourra se faire, mais en tout cas, lancer l'idée, ou qu'au moins elle s'est reprise par une des listes qui sera... Une liste anti-transition énergétique. Voilà, parce qu'il faut aussi comprendre que ce qu'on voit avec l'essence, on l'a partout ailleurs. On assiste, en ce moment, on sait que les gens, notamment les étudiants, ont beaucoup de mal à trouver un studio dans toutes les grandes métropoles universitaires. Bon, mais le gouvernement a mis en place le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui a fait sortir, déjà depuis le 1er janvier, les logements G+, ça fait un demi-million de logements qui ont été sortis, dont on a interdiction de les louer, et ça explique directement les pénuries. Déjà 500 000. Interdit de louer, interdit de louer. Et ça explique les pénuries actuelles. Ce serait très facile de résoudre les pénuries actuelles en simplement, je ne vais même pas dire en supprimant ou en annulant, mais en décalant dans le temps le calendrier des DPE. Mais ça, ils ne le font même pas. Donc, c'est vraiment une position idéologique. Et dans 2 ans, ça va être les G, ensuite les F. Oui. Et c'est donc des milliers de logements. 5 millions de logements sont impactés. Voilà. Donc, il y a une idéologie qui gouverne le gouvernement. Contre la réalité économique, contre le bon sens. Il y a des pénuries de logements, il y a de l'essence qui est trop chère. Mais non, ça... On ne dévie pas la transition énergétique, on continue, on fonce dans le mur en klaxonnant. C'est effarant, quoi. Oui, mais Philippe Herlin, je pense que le gouvernement a trouvé la solution, tous à Versailles. Tous à Versailles comme en 1789. J'exagère à peine. Mais voilà, on va tous se loger là-bas peut-être et étudier là-bas. Se loger ou comme les femmes qui sont allées à Versailles pour demander du pain, ou demander du pain ou des bidons d'essence maintenant. Voilà, il faudra peut-être aller à Versailles pour se faire entendre. Exactement. Et à la télévision, on leur présente la brioche. Voilà. C'est un peu ça. Marie-Antoinette, bonjour. Philippe Herlin, merci. Donc, je crois que c'est vraiment une espèce de... Je ne sais pas, de cercle, je ne sais pas s'il est vicieux, fou, délirant, mais enfin, il y a un vrai problème. On en continuera d'en reparler et on va surtout parler de cette liste sur l'anti-transition énergétique. Je pense que ça vaut le coup d'en reparler. Merci encore. Merci.